Les grands sujets macro de la rentrée, on en parle en ce début d'émission avec Patrice Gautry qui est avec nous à distance depuis Genève, le chef économiste de l'Union bancaire privée. Patrice, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons peut-être par la Chine, Patrice, avec alors ce que j'appelle cette petite alerte conjoncturelle en cette fin d'été. C'est vrai que les enquêtes officielles, les enquêtes privées sur l'activité manufacturière, l'activité de service montrent quand même un coup d'arrêt assez brutal de l'économie chinoise. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation conjoncturelle pour l'économie chinoise sur fond, bien sûr, de grandes reprogrammations politiques initiées et durcies encore par Pékin ces dernières semaines et ces derniers mois, Patrice? Oui, bonjour. Effectivement, je crois qu'on peut parler de trou d'air, en fait, dans l'activité chinoise au troisième trimestre. On a eu des effets conjugués, en fait, de remontée des cas de Covid, puisqu'on avait vu qu'un port majeur avait été fermé, que aussi les déplacements entre plusieurs provinces chinoises de l'intérieur avaient été suspendus. On a eu effectivement aussi, je dirais, des inondations assez catastrophiques qui ont ralenti là encore l'activité. Et puis, vous l'avez mentionné, c'est bien entendu un volet de régulation assez fort qui s'est abattu sur plusieurs secteurs, avec une politique monétaire qui était, depuis le premier semestre, assez restrictive. Donc au total, ça nous donne effectivement une conjoncture au troisième trimestre qui est mauvaise, ce qui a été reflété par les différents indicateurs PMI, aussi bien dans le secteur manufacturier que le secteur des services, dont certains passent en dessous de la barre des 50, donc ce qui montre qu'effectivement, on est dans une croissance qui est en train de ralentir et de ralentir assez fortement. Et en fait, l'essentiel de la croissance en Chine avait été fait au premier trimestre. On avait atteint 18% mesuré sur un an. Deuxième trimestre, on avait encore eu 8%. Et là, je pense qu'on s'oriente vers un très faible 4% de progression mesurée sur un an, entre 4 et 5%, ce qui effectivement est un ralentissement, même un freinage assez notable de l'économie chinoise. Et donc l'économie chinoise sera bien à 6% de croissance cette année, comme les officiels, comme Pékin nous le disait en début d'année. C'était l'objectif officiel qui avait été annoncé pour 2021. Et à l'époque, je me souviens très bien, beaucoup d'économistes jugeaient que la prévision était très conservatrice, parce que 6% de croissance cette année en Chine, c'est finalement l'acquis, et uniquement l'acquis de croissance qui était embarqué en fin d'année 2020 pour 2021. Il y a encore des économistes qui estiment que l'économie chinoise tournera à 8% ou plus de croissance cette année, Patrice. Alors, l'acquis avait été bon donc en 2020, avait été encore bon donc au premier trimestre, puisque c'est là où on avait eu le pic de rebond de l'activité. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, en moyenne, effectivement, on peut être sur l'ensemble de l'année aux alentours des 8%, mais c'est majoritairement avec la contribution importante donc du premier trimestre. Ce qui veut dire que la trajectoire de croissance, en fait, au deuxième semestre et pour l'an prochain, elle est même inférieure à 6%. Et pour nous, en termes de scénario, nous tablons plus, notamment l'an prochain, sur une croissance aux alentours de 5%. Là-dessus, j'ajouterais en fait que peut-être que maintenant, pour les autorités chinoises, le chiffre lui-même de croissance est moins une priorité qu'on l'a vu des politiques de redistribution, des politiques anti-monopole, c'est-à-dire en fait que le centre de gravité de la politique n'est plus, si on revient aux airs à l'époque Deng Xiaoping, c'était enrichissez-vous. Après, ça a été la croissance à tout crin avec de jolies bulles dans certaines régions. Et maintenant, c'est effectivement une croissance mieux répartie, plus harmonieuse et avec effectivement une régulation qui porte sur des secteurs, des monopoles ou voire effectivement ceux qui ont le plus profité en fait du système depuis l'émergence de la Chine comme une économie majeure. L'autre sujet de la rentrée concerne la Banque Centrale Européenne, Patrice. C'est vrai qu'on parle de la Fed depuis tellement longtemps et tellement souvent qu'on oublie parfois les enjeux du point de vue de la Banque Centrale Européenne. On a une réunion du Conseil des gouverneurs la semaine prochaine à Francfort, le 9 septembre, réunion de rentrée qui va se tenir dans un climat qu'on pressent un peu compliqué, puisqu'on a ce chiffre d'inflation, là, 3% pour l'inflation globale en zone euro au mois d'août. Alors quand on regarde l'inflation stricte, sous-jacente, on est quand même un cran en dessous, 1,6% pour l'inflation cœur sur un an au mois d'août en zone euro, mais on voit que ça déclenche quand même quelques volontés de la part de certains faucons de la Banque Centrale Européenne qui ont pu s'exprimer ces derniers jours pour
chercher à donner le signal que peut-être la BCE pourrait, dans le sillage de la Fed, elle aussi, réduire un petit peu le niveau d'accommodation qu'elle apporte aujourd'hui pour les économies de la zone euro. Comment est-ce que vous analysez cette situation, Patrice ? Oui, alors le premier point, effectivement, comme vous l'avez souligné, on le voit bien aujourd'hui avec les déclarations qui sont faites des différents gouverneurs, notamment Allemagne, Autriche, et puis on avait eu précédemment la Belgique aussi qui s'était prononcée en faveur d'une réduction des aides. Donc on n'a pas de consensus au sein de la Banque centrale européenne, et Madame Lagarde l'avait indirectement reconnu lors de sa dernière conférence de presse en émettant un petit sourire aux déclarations de certains gouverneurs et en bien entendu en appelant à un dialogue, etc. etc. Donc derrière, je dirais, un consensus un peu politique, eh bien, il y a des vues qui sont assez fondamentalement différentes au sein du Conseil de la Banque centrale européenne. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va y avoir certainement un débat sur l'ampleur des achats mensuels. Ceci avait été remonté donc au mois de mars. On était maintenant avec un PEP qui fonctionnait à un peu plus de 80 milliards d'achats par mois. Il n'est pas impossible que la réunion de septembre débouche sur la réduction de ces achats mensuels, sachant qu'on ne remet pas en cause l'utilisation globale du PEP, c'est 1,85 milliard, donc 1 trillion. Donc c'est vraiment très très important, mais comme cette enveloppe visiblement ne sera pas renouvelée l'an prochain, il faudra trouver d'autres moyens d'injection de liquidité, eh bien les faucons pourraient gagner un petit peu en affichant effectivement un peu un début de retour à la rigueur. Donc néanmoins, dans le paysage de l'ensemble des banques centrales, il n'en demeure pas moins que la Banque centrale européenne, la banque japonaise demeureraient, je dirais, les plus colombes, c'est-à-dire celles qui sont encore avec des injections de liquidité relativement significatives, et ça se fait non seulement par le PEP, le biais des TLTRO, et puis des taux d'intérêt qui restent bien accrochés en territoire négatif, où là, on n'a pas du tout effectivement de débat sur le calendrier d'une hausse des taux. Mais ça renvoie le débat sur comment faire pour succéder au PEP, certainement pas le PEP numéro 2, mais certainement de revenir aux injections de liquidités plus traditionnelles qui existaient avant l'émergence de la pandémie, mais qu'il faudra effectivement certainement augmenter en montant, sinon on a un peu une contrainte de liquidité à un moment où les États vont continuer à s'endetter. Et du côté de la Fed, est-ce que le virage qui est en train d'être pris est dans le bon tempo, dans le bon rythme selon vous, Patrice, avec, je le disais, un chiffre d'emploi là, en fin de semaine qui sera sans doute déterminant peut-être pour les banquiers centraux américains pour déclencher officiellement cette phase de réduction progressive des achats d'actifs ? Oui, le premier point est peut-être que la communication de la Fed passe assez bien par rapport au marché, c'est-à-dire à l'inverse de 2013, on n'a pas de tantrum, c'est-à-dire en fait de secousse sur les marchés obligataires et les marchés d'actions. On voit que la perspective de la réduction des achats de la Fed n'effraie pas particulièrement les marchés financiers, ne devrait pas avoir un impact trop important sur l'économie réelle, puisque on a quand même toujours derrière ces ralentissements d'achat un processus de réinvestissement des coupons. Le chiffre de l'emploi attendu vendredi, donc on attend aux alentours des 750 000 créations d'emplois, c'est beaucoup. Je dirais il en faudrait peut-être un petit peu plus que ce chiffre attendu par le consensus pour véritablement nous donner ou satisfaire les plus faucons au sein de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire pour déclencher dès le mois de septembre leur ralentissement de ces achats. Et pour moi, le scénario que je privilégie, c'est peut-être effectivement d'avoir un chiffre de l'emploi qui soit autour de ce consensus. Ça me semble 600, 700 000, c'est un bon chiffre. Et on pourrait avoir effectivement cette opération de ralentissement des achats qui se déclenche à partir du mois de novembre, ce qui veut dire qu'on continue encore à injecter de liquidités, mais sur une vitesse beaucoup plus réduite, ce qui veut dire qu'en fait pendant toute l'année 2022, à l'été prochain, en fait, ça va mettre à peu près 8 à 9 mois pour stabiliser et mettre fin à ces achats, et bien on aura encore un bilan de la Fed qui va monter, mais de moins en moins vite, pour atteindre le chiffre astronomique de 9 trillions de dollars, 9 000 milliards de dollars. Merci beaucoup Patrice, merci pour ces éléments d'éclairage sur les aspects macro, les grands sujets macro de la rentrée. Patrice Gautry qui est avec nous par téléphone depuis Genève, chef économiste à l'UBP, l'Union bancaire privée.